Pendant plus de 7 décennies, une idée resta fermement ancrée au cœur de l'astronomie moderne. La Voie lactée possédait un diamètre d'environ 100 000 années-lumière. Ce chiffre fut répété dans les livres, les documentaires et les études académiques, jusqu'à devenir presque une vérité incontestable. Pourtant, de nouvelles observations ont remis en question cette image apparemment solide, révélant que la véritable extension de notre galaxie pourrait être le double, voire dépasser largement les estimations traditionnelles. Nous habitons donc une structure cosmique bien plus vaste et complexe que ce que des générations entières d'étudiants avaient imaginé, une galaxie dont l'échelle redéfinit ce que nous pensions savoir de notre place dans l'univers. Les avancées technologiques les plus récentes ont permis de tracer des cartes stellaires avec une précision inédite, modifiant notre compréhension de la manière dont les distances galactiques sont calculées, transformant les prédictions concernant la future rencontre avec la galaxie d'Andromède et ouvrant de nouvelles questions sur l'existence possible de la vie au-delà de notre système solaire. Ce qui suit est l'histoire de l'une des révisions les plus marquantes et transformatrices de l'astronomie contemporaine, un changement de perspective qui démontre à quel point même nos certitudes les plus anciennes peuvent s'étendre avec le cosmos lui-même. Les diagrammes de la Voie lactée, présents dans les manuels d'astronomie, qui montrent une spirale élégante avec un diamètre exact de 100 000 années-lumière, sont erronés et il ne s'agit pas d'une erreur mineure. L'estimation se trompait d'un facteur 2. Chaque représentation visuelle de notre galaxie montrait une taille qui n'était en réalité que la moitié de sa véritable magnitude. Les scientifiques avaient déjà perçu des indices d'une discordance. Ici, tu trouveras des documentaires sur les trous noirs, les galaxies et les mystères du temps. Abonne-toi et chaque semaine voyage avec moi vers la découverte d'un univers sans limite. Après cela, nous continuons. Pendant des années, les données apparaissaient fragmentées, des anomalies qui défiaient les modèles établis, des étoiles aux confins de la galaxie qui se déplaçaient à des vitesses trop élevées, des galaxies satellites orbitant à des distances étonnamment grandes, et des calculs de masse qui ne concordaient tout simplement pas. Puis arriva une vague de mesures issues de la sonde spatiale Gaia, des observations du télescope spatial James Webb et des études réalisées par des radiotélescopes cartographiant des nuages d'hydrogène dans les régions externes, confirmant un modèle surprenant. La Voie lactée s'étend bien au-delà des limites précédemment estimées. La difficulté ne résidait pas dans la négligence des astronomes, mais dans le défi intrinsèque de mesurer une galaxie depuis l'intérieur. C'est comme essayer de dessiner les limites d'une ville immense alors que l'on se trouve en son sein, entouré de bâtiments, de lumière et de bruit, sans pouvoir obtenir une vue extérieure. De la même manière, l'humanité flotte dans un bras spiral, à 26 000 années-lumière, du centre galactique, enveloppée dans un manteau dense d'étoiles et de poussière. Pendant des décennies, la méthode dominante consistait à observer les étoiles les plus brillantes dans toutes les directions et à tracer une limite au point où leur densité diminuait, établissant ainsi un diamètre de 100 000 années-lumière. Mais la réalité galactique est bien plus complexe. La Voie lactée n'a pas de bord défini. Elle s'estompe progressivement. Les étoiles deviennent de plus en plus rares vers l'extérieur, sous forme de courants minces et de nuages dispersés. Et la matière noire, une substance invisible mais extrêmement massive, s'étend encore plus loin. Les mesures passées considéraient seulement les parties lumineuses et évidentes, ignorant l'immense halo de matière qui enveloppe tout. Un changement fondamental dans la méthodologie se produisit lorsque les scientifiques commencèrent à suivre les courants stellaires. Ces formations sont comme des rivières d'étoiles arrachées à de plus petites galaxies que la Voie lactée avait absorbées des millions d'années auparavant. Elles orbitent dans l'espace comme des fossiles cosmiques et leur trajectoire révèle la véritable attraction gravitationnelle de notre galaxie. En cartographiant ces courants, les chercheurs découvrirent qu'ils s'étendent bien au-delà de la limite précédemment acceptée, atteignant 200 000 années-lumière ou même davantage. Cette preuve démontra que la Voie lactée est un géant et que les mesures antérieures ne capturaient qu'une fraction de sa véritable magnificence.
Cette découverte ne modifie pas seulement des chiffres dans un manuel. Elle redéfinit la compréhension de toute la structure galactique, corrige les estimations de la future rencontre avec Andromède et multiplie le volume d'espace où chercher la vie. Chaque calcul basé sur les anciennes dimensions exige désormais une révision profonde. Et une question troublante surgit. Si les mesures de notre propre galaxie étaient si erronées, quelles autres mesures de l'univers pourraient l'être également? Combien d'autres galaxies pourraient être 2 fois plus grandes que ce que nous croyons? La difficulté de mesurer la Voie lactée peut être illustrée par une analogie simple. C'est comme essayer de cartographier un désert immense les yeux bandés, en se guidant seulement par la sensation du sable et le son du vent. Les astronomes affrontent un défi similaire, en opérant depuis une position située dans un bras spiral externe, où des nuages de poussière bloquent la vision dans presque toutes les directions. Le centre galactique reste caché derrière d'épaisses parois de gaz et de débris, limitant l'observation à peu, être 10% de la galaxie avec des télescopes optiques. Le reste demeure dissimulé dans les longueurs d'onde radio, infrarouges et dans l'obscurité. Mesurer Andromède, en revanche, est beaucoup plus simple. Située à 2,5 millions d'années-lumière de distance, elle peut être observée entièrement avec une vision claire et globale de sa structure. Mesurer notre propre galaxie équivaut à essayer de photographier son propre visage sans miroir et dans un brouillard épais, une difficulté qui reflète l'immense complexité de l'auto-analyse cosmique. Les premiers astronomes n'avaient pas d'autre choix que de mesurer ce qui était visible. Ils utilisaient des étoiles variables appelées céphéides, qui pulsent selon des rythmes prévisibles pour calculer les distances. Ils estimaient la position des amas globulaires, anciennes sphères d'étoiles qui orbitent autour du noyau galactique. Ainsi construisaient-ils une carte de la galaxie pièce par pièce, comme assembler un puzzle les yeux fermés. L'avancée cruciale survint lorsque les scientifiques découvrirent qu'il était possible d'utiliser le mouvement plutôt que la lumière. Chaque objet dans la galaxie, étoile, nuage de gaz et amas stellaire, orbite autour du centre à des vitesses déterminées par la masse qui l'attire. En mesurant la vitesse, on peut calculer la masse et donc estimer la taille totale de la galaxie. Cependant, les vitesses observées montraient une anomalie. Les étoiles aux confins de la galaxie se déplaçaient trop rapidement. Selon la masse visible, ces étoiles auraient dû se disperser dans l'espace. Quelque chose d'invisible les maintenait en orbite. Ce phénomène indiqua l'existence de la matière noire, un vaste halo qui enveloppe la galaxie comme un cocon gravitationnel. Les mesures précédentes échouaient parce qu'elles ne considéraient que le visible, les étoiles et le gaz lumineux, ignorant la masse invisible, la structure sombre qui maintient la galaxie unie. Ce fut l'erreur fondamentale. Les télescopes modernes ont radicalement transformé le domaine de l'astronomie. La sonde spatiale Gaïa suit le mouvement précis de plus d'1 milliard d'étoiles. Les radiotélescopes cartographient le gaz d'hydrogène qui s'étend vers le halo extérieur et les instruments infrarouges pénètrent les nuages de poussière qui bloquent la lumière visible. Chaque technologie révèle une couche différente de la galaxie. Les scientifiques commencèrent aussi à utiliser les galaxies satellites comme masse d'essai. La Voie lactée est entourée de dizaines de galaxies plus petites, comme le Grand Nuage de Magellan, le Petit Nuage de Magellan et la galaxie naine du Sagittaire. Ces galaxies orbitent en fonction de la masse totale de notre galaxie, incluant la matière visible et invisible. En suivant leur trajectoire, il est possible de cartographier le véritable champ gravitationnel. Lorsque les scientifiques combinèrent toutes ces données, le résultat fut surprenant. La Voie lactée n'est pas la spirale de taille moyenne que nous imaginions, mais un géant galactique, 2 fois plus large et 3 fois plus massif. Et si mesurer depuis l'intérieur était déjà compliqué, la difficulté augmente encore lorsque nous tentons de mesurer l'univers au-delà de nos limites immédiates. Bien que les courants stellaires puissent sembler un phénomène exotique, ils sont en réalité des scènes d'anciens crimes galactiques, des preuves de violence cosmique figées dans le temps. Des millions d'années auparavant, des galaxies plus petites s'approchèrent trop près de la Voie lactée, dont la gravité les captura, les déchira et les étira comme de la mélasse. Les étoiles de ces galaxies ne disparurent pas. Elles furent dispersées en longs fleuves de lumière qui entourent notre galaxie en fines traînées. Certaines de ces traînées
dépassent en largeur l'orbite terrestre autour du Soleil, tandis que d'autres contiennent des milliers d'étoiles se déplaçant en formation parfaite. Pendant longtemps, ces structures furent considérées comme du bruit de fond, mais elles finirent par devenir des outils fiables pour mesurer la galaxie. L'importance des courants stellaires réside dans le fait que leurs trajectoires sont déterminées par la gravité. Chaque étoile dans un courant se déplace selon la masse totale qui l'attire. En mesurant la trajectoire d'un courant, il est possible de déterminer le champ gravitationnel sous-jacent, une physique pure, sans conjecture. Le courant du Sagittaire, le plus célèbre, entoure la Voie lactée plusieurs fois comme un ruban. En le suivant à travers le ciel, les scientifiques découvrirent qu'il s'étendait bien au-delà de l'ancienne limite galactique, impliquant que l'influence gravitationnelle de notre galaxie s'étendait aussi plus loin. Plus tard, le courant G-Dun, une fine rivière d'étoiles dans le halo extérieur, révéla une courbure qui nécessitait beaucoup plus de masse que la galaxie visible ne pouvait expliquer. Cela suggérait soit que la physique fondamentale était erronée, soit qu'une énorme quantité de masse manquait, la matière noire. Les courants stellaires révélèrent la matière noire comme une encre invisible sous lumière ultraviolette. L'attraction gravitationnelle qui modelait ces rivières d'étoiles provenait d'un matériau qui ne peut être observé directement, une masse qui s'étend 2 fois plus loin que les étoiles visibles. Encore plus surprenant fut la découverte de courants orbitant à des distances considérées jusqu'alors comme de l'espace intergalactique, de vastes vides entre galaxies. Ces courants démontrèrent que l'influence de la Voie lactée s'étend bien plus loin que quiconque ne l'avait imaginé. Notre galaxie ne se termine pas à son bord visible. Elle continue d'attirer, de revendiquer du territoire et d'exercer son influence. Le courant Orphan fut particulièrement déconcertant. Il orbitait si loin que pendant des années on débattit de savoir s'il appartenait à la Voie lactée ou à une autre galaxie. De nouvelles mesures confirmèrent qu'il faisait partie de la nôtre, impliquant que la Voie lactée s'étend au moins jusqu'à cette distance. Chaque nouveau courant découvert ajoutait des milliers d'années-lumière au rayon galactique, faisant croître progressivement les chiffres 120 000, 150 000, 180 000 années-lumière. Les courants stellaires offrirent aux astronomes une vérité indéniable. On peut discuter de l'endroit où commence le disque visible ou où l'obscurité devient espace intergalactique, mais on ne peut pas discuter avec un courant d'étoiles en orbite. Sa trajectoire est une manifestation directe de la réalité. Cette preuve poussa la limite toujours plus vers l'extérieur, au-delà de ce qui était confortable pour les anciens modèles, jusqu'à atteindre 200 000 années-lumière. Les preuves issues des courants, des mathématiques et de l'observation convergèrent. La question cessa d'être combien mesurait la Voie lactée, et devint pourquoi sa véritable dimension avait été ignorée si longtemps. Ce que nous observons de la Voie lactée n'est essentiellement que sa structure visible, ses parties lumineuses. Mais près de 90% de la galaxie reste invisible. La matière noire n'est plus une simple théorie. Son existence a été confirmée, mesurée et cartographiée. Bien qu'elle ne puisse être observée directement, ses effets sont partout. Étoiles orbitant à des vitesses inhabituelles, galaxies tournant sans se désintégrer, lumière se courbant autour de masses invisibles. Dans la Voie lactée, la matière noire n'ajoute pas seulement de la masse, elle ajoute de la structure. La galaxie peut être comparée à un gratte-ciel dont nous voyons seulement les fenêtres, mais pas l'ossature d'acier qui les soutient. Les étoiles sont les fenêtres, la matière noire est la structure. Les scientifiques estiment que la matière noire dépasse la matière visible dans une proportion de 10:1. Cela signifie que pour chaque étoile visible, il existe 10 fois plus de masse invisible autour d'elle. Ce matériau forme un halo immense autour de la galaxie, une structure sphérique et diffuse qui s'étend bien au-delà du disque visible. Les anciennes mesures ignoraient ce halo et se concentraient sur les bras lumineux, le noyau brillant et les caractéristiques évidentes. La galaxie semblait mesurer 100 000 années-lumière parce que c'était là que les étoiles visibles commençaient à se raréfier. Mais la matière noire s'étendait 2 fois plus loin, voire davantage. Une analogie utile est celle de l'iceberg. La pointe visible au-dessus de l'eau représente la galaxie perceptible,
tandis que l'énorme masse de glace 10 fois plus grande sous la surface est le halo de matière noire. La taille réelle de la galaxie inclut ces deux composantes. Les chercheurs cartographient ce halo grâce à l'effet de lentilles gravitationnelles. Lorsque la lumière d'une galaxie lointaine passe près de la Voie lactée, la matière noire la courbe légèrement. En mesurant cette courbure, il est possible de calculer la masse. Les résultats furent surprenants. Le halo de matière noire de notre galaxie s'étend jusqu'à presque 400 000 années-lumière, si l'on inclut les régions les plus faibles. Cependant, un débat apparaît sur l'endroit exact où tracer la limite. Quand se termine la Voie lactée et quand commence l'espace intergalactique, il n'existe pas de frontière officielle, mais une transition graduelle vers le vide. À des fins pratiques, les astronomes utilisent le rayon viriel, qui marque le point où la matière reste gravitationnellement liée à la galaxie. À l'intérieur de ce rayon, tout orbite ensemble. Au-delà, l'espace est considéré comme véritablement vide. Pour la Voie lactée, le rayon viriel se situe entre 200 000 et 250 000 années-lumière, doublant l'estimation précédente. Tout cela à cause de la masse invisible. Cela transforme la conception même de la structure galactique. Les galaxies ne sont pas de simples îles d'étoiles flottant dans l'espace, mais d'immenses halos de matière noire, avec des étoiles dispersées en leur sein. La partie visible est ornementale, la partie invisible est l'essence. Et si notre galaxie possède autant de masse cachée, il s'ensuit que toutes les autres galaxies en possèdent aussi, ce qui implique que l'univers est bien plus massif que nous ne le pensions. La Voie lactée n'est pas seule. Des dizaines de galaxies plus petites l'orbitent comme des lunes autour d'une planète. On les appelle galaxies satellites, et leur étude a redéfini notre position cosmique. Le grand nuage de Magellan, visible depuis l'hémisphère sud comme une tache diffuse, est le plus grand et abrite environ 30 milliards d'étoiles. Près de lui se trouve le petit nuage de Magellan, avec encore 7 milliards. Puis viennent les galaxies naines comme celle du Sagittaire, du Dragon ou de la Petite Ourse. Chacune est une petite galaxie, avec ses propres étoiles, sa propre histoire et sa propre orbite. Pendant des années, les scientifiques considérèrent ces satellites comme de simples voisins, des objets séparés en transit. Cependant, de nouvelles mesures révélèrent qu'ils sont liés à la Voie lactée, capturés et contraints d'orbiter dans sa sphère d'influence gravitationnelle. Cette découverte fut fondamentale. En mesurant la vitesse à laquelle orbite un satellite, on peut calculer la masse qui le maintient lié. Plus la masse est grande, plus l'orbite est serrée, plus la masse est faible, plus les objets s'éloignent facilement. Les galaxies satellites orbitent à des distances et des vitesses spécifiques qui révèlent l'attraction gravitationnelle totale de la Voie lactée. Le grand nuage de Magellan, situé à 160 000 années-lumière, complète une orbite tous les 100 millions d'années. Pour maintenir une trajectoire aussi vaste, la Voie lactée doit être bien plus massive que ce que suggéraient les anciennes estimations. Les chercheurs suivirent des dizaines de satellites et trouvèrent le même motif répété. Tous orbitaient plus loin que prévu et se déplaçaient plus vite qu'attendu. La seule explication possible était que la Voie lactée était plus grande et plus lourde que ce que l'on croyait. Cependant, la véritable avancée vint avec l'étude des courants de marée. Lorsqu'une galaxie satellite s'approche trop près, la Voie lactée la déchire, entraînant ses étoiles en longues traînées lumineuses. La galaxie naine du Sagittaire traverse exactement ce processus. Ces étoiles s'étendent dans le ciel en un courant qui enveloppe toute la galaxie. Ces queues de marée agissent comme des masses de test, indiquant où le champ gravitationnel est le plus fort, où il commence à s'affaiblir et où pourrait se trouver la véritable limite. En cartographiant suffisamment de courants de marée, il est possible de tracer le bord de la galaxie. Ce que les scientifiques découvrirent fut stupéfiant. Les courants s'étendaient bien au-delà de la limite galactique supposée, certains dépassant 150 000 années-lumière et d'autres atteignant 200 000. Certains indices suggéraient même du matériau à des distances encore plus grandes. Les satellites confirmèrent une vérité fondamentale. La Voie lactée est immense. Cela eut des implications immédiates. Si notre galaxie est aussi grande,
le groupe local devait être entièrement recalibré. L'espace entre la Voie lactée et Andromède est plus petit qu'on ne le pensait, car l'influence gravitationnelle des deux s'étend beaucoup plus loin. Les collisions commencent plus tôt, les fusions s'anticipent. Chaque galaxie satellite devint un point de données, chaque orbite un outil de mesure qui, ensemble, révéla l'image d'un géant galactique et non de la spirale moyenne que nous avions imaginée pendant des décennies. Un aspect fascinant est que certains satellites orbitent à des distances si grandes qu'ils continuent encore aujourd'hui d'être découverts. Tous les quelques années, les astronomes identifient une nouvelle galaxie naine cachée dans les données, et chaque découverte élargit légèrement la limite galactique. La question persiste. Combien en existe-t-il encore? Et quelle est réellement la taille de la Voie lactée? Le chiffre de 200 000 années-lumière de diamètre est si vaste qu'il est presque inconcevable pour l'esprit humain. Pour le mettre en contexte, la lumière, qui voyage à 300 000 km par seconde, parcourt environ 10 billions de kilomètres en une seule année. En multipliant ce chiffre par 200 000, la Voie lactée atteint une largeur proche de 2 quadrillions de kilomètres, une échelle qui reste abstraite. Une autre manière de l'imaginer est de penser que, si nous pouvions voyager à la vitesse de la lumière, la limite maximale permise par l'univers, nous aurions besoin de 200 000 ans pour traverser la galaxie. Pendant ce temps, l'humanité pourrait évoluer de sociétés primitives à des civilisations spatiales, disparaître et renaître plusieurs fois. Ou bien, si la Terre avait la taille d'un grain de sable, la Voie lactée s'étendrait bien au-delà de la distance entre la Terre et Saturne, et encore plus loin. La lumière que nous observons aujourd'hui depuis le bord le plus éloigné de la galaxie a commencé son voyage avant l'existence des humains modernes, avant les Néandertaliens, et même avant Homo erectus. Cette lumière voyage depuis que nos ancêtres habitaient encore dans les arbres. Cette échelle défie complètement notre intuition. L'évolution a façonné le cerveau humain pour comprendre des distances de mètres ou de kilomètres, peut être des centaines de kilomètres, mais pas des trillions ou des quadrillions. Cette énorme augmentation de taille a des conséquences immédiates. Doubler le diamètre de la galaxie ne signifie pas seulement doubler l'espace. Comme le volume croît avec le cube du rayon, une galaxie 2 fois plus large est 8 fois plus grande en volume. Cela implique 8 fois plus d'espace, 8 fois plus d'étoiles, et 8 fois plus de planètes potentielles. L'estimation précédente de 200 milliards d'étoiles a été révisée jusqu'à près de 400 milliards ou même davantage. Chacune de ces étoiles pourrait abriter des planètes. Chaque planète pourrait posséder des lunes, et chaque lune pourrait cacher des océans souterrains. Le nombre d'habitats possibles pour la vie a doublé. Si la vie était un phénomène rare présent dans un système stellaire sur 1 milliard, il existerait désormais 200 milliards d'opportunités supplémentaires. Si une vie intelligente existe quelque part, la probabilité de la trouver ou d'être trouvée a également doublé. Cependant, la taille influence aussi la chronologie de notre propre survie. La galaxie d'Andromède se dirige vers la Voie lactée à environ 70 km par seconde. Lorsque deux galaxies entrent en collision, elles ne s'entrechoquent pas comme des véhicules, mais fusionnent lentement, les étoiles se traversant les unes les autres avec très peu d'impact direct. Malgré cela, le chaos gravitationnel qui en résulte transforme tout. Les scientifiques avaient auparavant calculé que la collision avec Andromède commencerait dans environ 4 milliards et demi d'années. Une Voie lactée plus grande implique un rayon gravitationnel plus vaste, ce qui signifie que les deux galaxies commenceront à s'influencer plus tôt, être dans 4 milliards d'années ou même moins. Les descendants de l'humanité, si notre espèce survit aussi longtemps, contempleront la transformation du ciel nocturne. Andromède deviendra de plus en plus grande et lumineuse jusqu'à remplir la moitié du firmament visible. Ensuite, les galaxies danseront l'une autour de l'autre, leurs spirales s'entrelaceront avant de se stabiliser finalement en une unique galaxie elliptique gigantesque. 200 000 années-lumière ne sont pas seulement un nombre, elles représentent un futur et un passé, la scène où chaque histoire humaine a eu lieu dans un petit recoin, une scène que nous découvrons désormais 2 fois plus grande que ce que nous pensions. L'approche d'Andromède est un fait confirmé.
pas une simple théorie. Notre galaxie voisine avance vers la Voie lactée à 70 km par seconde, rendant la collision inévitable. Pendant des décennies, les scientifiques ont estimé que l'impact se produirait dans environ 4,5 milliards d'années. Mais ces calculs reposaient sur d'anciennes dimensions galactiques, supposant une Voie lactée plus petite et une plus grande distance entre les deux. Une Voie lactée plus étendue modifie cette chronologie. La gravité s'étend plus loin, et cela signifie que les deux galaxies commenceront à s'attirer plus tôt que prévu. Leurs immenses halos de matière noire seront les premiers à interagir, s'étendant sur des centaines de milliers d'années-lumière. Lorsque ces halos se toucheront, la collision aura commencé. Ce phénomène peut être comparé à la rencontre entre deux personnes. Si toutes deux sont plus grandes que ce que l'on pensait, elles se rencontreront plus tôt. Le même principe s'applique à l'échelle galactique. De nouveaux modèles suggèrent que l'interaction pourrait débuter en moins de 4 milliards d'années, peut être dans 3 milliards et demi. La chronologie exacte dépend encore de mesures en cours, mais la tendance est claire. Des galaxies plus grandes impliquent un contact plus précoce. Lors d'une collision galactique, les halos externes fusionnent d'abord. La matière noire se mélange dans une phase invisible mais gravitationnellement intense. Les étoiles ressentent l'attraction des deux centres galactiques et leurs orbites deviennent instables. Certaines étoiles sont éjectées vers l'espace intergalactique, tandis que d'autres tombent vers les noyaux. Ensuite, les disques visibles se traversent non pas comme un choc violent, mais comme deux nuages qui se croisent. Les étoiles sont si éloignées les unes des autres que les impacts directs sont extrêmement rares. On pourrait placer des millions de terres entre deux étoiles voisines. Pourtant, le chaos gravitationnel est réel et déclenche une explosion de formations stellaires. Les nuages de gaz se compressent et de nouvelles étoiles naissent dans les deux galaxies. La Voie lactée et Andromède orbiteront l'une autour de l'autre plusieurs fois dans une danse en spirale. Chaque rapprochement arrachera de la matière supplémentaire. Les forces de marée détruiront les bras spiraux et les courants stellaires se disperseront dans toutes les directions. Les structures auparavant élégantes se déformeront jusqu'à devenir méconnaissables. Finalement, peu être 1 milliard d'années après le premier contact, les galaxies fusionneront complètement, formant une énorme galaxie elliptique sans bras spiraux ni discordonnés, une masse de 4 billions d'étoiles orbitant dans des directions aléatoires. Les astronomes ont déjà baptisé cette future galaxie Milkomeda, un nom qui évoque l'union des deux anciennes spirales. La question cruciale est de savoir si la Terre et le Soleil survivront, et si l'humanité sera encore présente pour assister à cet événement. Les bonnes nouvelles indiquent que le Soleil survivra probablement à la fusion, car il se trouve suffisamment loin du centre galactique pour éviter les régions les plus violentes. La Terre pourrait être poussée vers une orbite différente, expulsée dans l'espace intergalactique, ou rester approximativement là où elle se trouve. Les probabilités favorisent la survie, bien que le Soleil se rapprochera déjà de la fin de sa vie. Il lui reste environ 5 milliards d'années de combustible. La collision avec Andromède surviendra peu avant la mort du Soleil, ce qui pourrait permettre d'en observer au moins les premières phases. Une Voie lactée plus grande avance cette chronologie. Ainsi, le spectacle commencera plus tôt. Un autre facteur à considérer est la possibilité qu'Andromède soit elle aussi plus grande que ce qui a été mesuré. Si les deux galaxies sont plus étendues, la collision se produira encore plus tôt, et le chaos gravitationnel sera plus intense, donnant naissance à une galaxie fusionnée, encore plus massive. Les premiers indices sont déjà visibles. Les halos d'Andromède s'étendent vers la Voie lactée, et inversement. Il est possible qu'ils se touchent déjà, et que la collision ait commencé lentement, de manière invisible, dans la matière noire qui enveloppe les deux galaxies. 4 milliards d'années peuvent sembler une éternité, mais à l'échelle cosmique, elles représentent un futur proche. Et ce futur s'est rapproché. La masse est un facteur déterminant dans la compréhension de la Voie lactée, et les nouvelles mesures ont révélé une augmentation significative de son poids, avec des billions de masses solaires supplémentaires. L'estimation précédente situait la masse de notre galaxie autour d'1,5 billion de masses solaires, composées principalement de matière noire,
Les nouvelles mesures indiquent près de 4 billions de masses solaires, ou même davantage. Une triplication de la masse estimée en moins d'une décennie. Une masse solaire équivaut au poids de notre Soleil. Environ 2 quintillions de kilogrammes. Un chiffre presque abstrait par son ampleur. La Terre pèse environ 300 000 fois moins que le Soleil, et Jupiter environ 1000 fois moins. Tout le système solaire, à l'exception du Soleil, représente à peine 1% d'une masse solaire. Multiplier la masse du Soleil par 4 billions révèle la Voie lactée comme un véritable géant gravitationnel. Cette masse supplémentaire n'est pas apparue soudainement. Elle a toujours été là. Simplement, elle n'avait pas été mesurée correctement. La plus grande partie correspond à la matière noire, invisible et détectable seulement par son influence gravitationnelle. Les anciennes mesures se concentraient sur les étoiles et les gaz visibles, estimant la matière noire de manière indirecte à partir des courbes de rotation galactique. Les étoiles orbitent le centre à des vitesses déterminées par la masse totale, et en mesurant ces vitesses, on calculait la masse. Mais ces mesures n'échantillonnaient que la région interne de la galaxie, riche en étoiles et facile à observer, laissant le halo extérieur dominé par la matière noire sans mesure précise. Ce fut l'erreur. Les nouvelles techniques ont transformé le paysage. Les orbites des galaxies satellites ont fourni des mesures directes de la masse à grande distance. Les courants stellaires ont cartographié le champ gravitationnel dans les régions externes, et les simulations informatiques ont comparé notre galaxie à des milliers de galaxies virtuelles de masse connue. Toutes les méthodes convergent autour de 4 billions de masses solaires, confirmant que la Voie lactée est un véritable poids lourd cosmique. Cela a d'énormes implications. Plus de masse signifie une gravité plus intense, ce qui permet de maintenir davantage de galaxies satellites en orbite et d'arracher des étoiles à des galaxies proches plus facilement, consolidant la domination de notre galaxie au sein du groupe local. Andromède, traditionnellement considérée comme la sœur aînée ou la galaxie alpha, semble désormais avoir une masse similaire à celle de la Voie lactée, ou peut être légèrement inférieure, les deux tournant autour de 4 billions de masses solaires, configurant deux superpuissances galactiques en route vers la collision. Une masse plus grande influence aussi la formation galactique, car les galaxies grandissent en absorbant d'autres plus petites. Plus une galaxie est grande, plus elle a consommé. Une galaxie de 4 billions de masses solaires possède une histoire violente de cannibalisme cosmique. On estime qu'elle a dévoré des centaines ou peu, être des milliers de galaxies naines. Chaque courant stellaire dans son halo est la preuve d'un ancien banquet. Une galaxie qui s'est approchée trop près et en a payé le prix. La galaxie naine du Sagittaire est en train d'être dévorée en ce moment même, un processus actif observable en temps réel. Ces étoiles se dispersent dans le disque de la Voie lactée, et dans quelques centaines de millions d'années, il ne restera plus aucune trace visible de son existence, sinon des ombres dans les données observationnelles. C'est le mécanisme de croissance galactique, le cannibalisme et la construction d'empires cosmiques. Un aspect inquiétant est que si la Voie lactée possède 4 billions de masses solaires et que la majeure partie correspond à la matière noire, cela signifie que nous vivons dans une galaxie presque entièrement composée de matière invisible. 90% de notre environnement est formé de quelque chose que nous ne pouvons ni voir, ni toucher, ni détecter directement. Cela implique que notre perception du voisinage cosmique est profondément déformée et que l'humanité se trouve immergée dans un océan de matière noire dont la présence dépasse notre imagination. 4 billions de masses solaires de matière, en grande partie invisibles, forment la Voie lactée, notre foyer cosmique, et nous commençons à peine à comprendre sa véritable ampleur. La galaxie ne se termine pas là où s'arrêtent les étoiles visibles. Elle s'étend bien au-delà, pénétrant dans le royaume de la matière noire pure. Les scientifiques appellent cette structure gigantesque halo de matière noire, un nuage sphérique de particules invisibles qui enveloppe toute la galaxie lumineuse. Ce halo n'est pas un élément secondaire, mais la structure dominante, le fondement gravitationnel qui maintient la galaxie unie. Les estimations les plus conservatrices situent son rayon à 250 000 années-lumière, ce qui correspond au rayon viriel, le point où la matière reste liée gravitationnellement. Cependant,
Certains modèles suggèrent des extensions beaucoup plus grandes, 400 000, 600 000 ou même plus d'1 million d'années-lumière. Si ce dernier chiffre était correct, la Voie lactée serait 20 fois plus grande que les anciennes mesures des manuels, ce qui impliquerait une domination gravitationnelle sur un volume d'espace 20 fois plus vaste. En considérant cette échelle, Andromède se trouve à 2,5 millions d'années-lumière. Si notre halo de matière noire s'étend sur 1 million d'années-lumière vers l'extérieur, et celui d'Andromède aussi, à peine 500 000 années-lumière d'espace véritablement vide nous sépareraient. Il est possible que les halos se touchent déjà. Deux nuages invisibles de matière noire s'interpénétrant lentement et préparant la future collision. Le halo ne peut pas être observé directement, car la matière noire n'émet ni n'absorbe de rayonnement électromagnétique, elle n'interagit que par la gravité. Pourtant, cette gravité est réelle, mesurable et puissante. Les chercheurs cartographient le halo par des méthodes indirectes. Les orbites des galaxies satellites révèlent où la masse se concentre, l'effet de lentilles gravitationnelles montre où l'espace se courbe, et les simulations informatiques prédisent comment la matière noire devrait se distribuer selon les modèles de formation galactique. Toutes les preuves pointent vers la même structure. Un immense halo sphérique, dense au centre et de plus en plus diffus vers les bords. Sans limite définie, mais avec une transition graduelle vers le vide intergalactique. Le halo résout de nombreux mystères. Il explique pourquoi les étoiles aux confins de la galaxie orbitent si rapidement, car la gravité supplémentaire du halo les maintient liés. Il explique pourquoi les galaxies tournent sans se désintégrer, et pourquoi nous observons davantage de lentilles gravitationnelles que ce que la matière visible pourrait justifier. Le halo courbe l'espace. Un aspect véritablement surprenant est que l'humanité se trouve en ce moment même immergée dans ce halo. La matière noire entoure et traverse notre planète. La Terre navigue à travers une mer de particules invisibles à des centaines de kilomètres par seconde. Des milliards de ces particules traversent le corps humain chaque seconde sans que nous le percevions, car elles traversent la matière ordinaire comme des fantômes. Les scientifiques tentent de détecter directement la matière noire grâce à des expériences dans des laboratoires souterrains profonds, espérant qu'une particule entre en collision avec un atome normal, mais jusqu'à présent, sans résultat concluant. Si le halo s'étend réellement jusqu'à 1 million d'années-lumière, la Voie lactée revendiquerait un volume immense d'espace et une grande partie du groupe local se trouverait dans sa sphère d'influence. Cela transformerait l'idée même de notre galaxie, qui cesserait d'être seulement une structure stellaire pour devenir une sorte d'empire gravitationnel, une superstructure de masse invisible dominant son environnement. Et si notre halo est aussi grand, alors toutes les autres galaxies possèdent un halo similaire. Cela implique que l'univers n'est pas principalement constitué de vide parsemé de galaxies, mais de halos de matière noire avec des galaxies lumineuses enchâssées en leur centre, comme des graines dans un fruit. Tout ce que nous voyons ne représente qu'une petite fraction de ce qui existe. L'univers visible n'est qu'un ornement posé sur une structure invisible pouvant s'étendre sur 1 million d'années-lumière d'obscurité. Voici la Voie lactée, notre foyer, et nous commençons à peine à comprendre sa véritable dimension. La galaxie présente une rotation qui semble excessivement rapide, défiant les attentes de désintégration. Les étoiles aux confins externes orbitent à des vitesses qui ne trouvent pas d'explication évidente. Selon les lois de Kepler, elles devraient s'échapper vers l'espace intergalactique et ralentir à mesure qu'elles s'éloignent du centre. Pourtant, cela ne se produit pas, et la raison complète demeure une énigme. Dans le système solaire, les planètes les plus éloignées du Soleil, comme Neptune, orbitent plus lentement que celles qui en sont proches, comme Mercure, en raison de la diminution de la gravité avec la distance, un principe fondamental établi par Isaac Newton il y a plus de 3 siècles. Les galaxies devraient obéir à la même logique. La majeure partie de la masse se concentre près du centre, de sorte que les étoiles les plus éloignées devraient ressentir une gravité plus faible et, par conséquent, se déplacer plus lentement. En mesurant leur vitesse, on devrait obtenir une courbe de rotation décroissante avec la distance. Pourtant, les étoiles aux marges conservent presque la même vitesse que celles situées plus à l'intérieur,
produisant une courbe de rotation plate. Cette observation est impossible sans l'existence d'une grande quantité de masse supplémentaire, invisible, la matière noire. Le halo invisible fournit cette masse en s'étendant bien au-delà des étoiles lumineuses et en maintenant les objets externes en mouvement rapide. La courbe de rotation plate constitue l'une des preuves les plus convaincantes de la présence massive de matière noire. Malgré cela, même en tenant compte de cette matière additionnelle, les vitesses observées restent supérieures à ce qui était attendu. Certaines étoiles dans les régions externes se déplacent à 130 ou 150 km par seconde, des vitesses à peine inférieures à la vitesse de libération, comme une fusée retenue par la gravité terrestre. La question demeure ouverte. Pourquoi tant d'étoiles orbitent-elles si près de la limite d'échappement? Ce phénomène n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de mécanismes spécifiques qui leur ont fourni cette énergie supplémentaire. Les collisions galactiques offrent une explication. Lorsque la Voie lactée a absorbé des galaxies plus petites, ces collisions ont injecté de l'énergie dans le système, accélérant les étoiles des galaxies naines à des vitesses élevées. Certaines se sont complètement échappées, tandis que d'autres sont restées sur des orbites rapides à peine liées, peuplant désormais le halo. La galaxie naine du Sagittaire est un exemple actuel de ce processus. Ces étoiles se dispersent à grande vitesse tandis que la Voie lactée la déchire. Dans 1 milliard d'années, elles seront indiscernables du reste des étoiles du halo, anciennes, rapides et mystérieuses. Les interactions à 3 corps offrent une autre possibilité. Le passage rapproché de 2 étoiles près d'un 3e objet peut projeter l'une d'elles à des vitesses énormes. Ce phénomène se produit dans les amas stellaires denses, où parfois une étoile est expulsée avec suffisamment d'énergie pour atteindre le halo galactique. La plupart s'échappent complètement, mais certaines restent dans cette région intermédiaire, rapide mais encore liée. Les trous noirs ajoutent davantage de complexité. Si une étoile s'approche trop d'un trou noir massif, l'effet de fronde gravitationnelle peut l'accélérer à des vitesses extrêmes. Le trou noir supermassif du centre galactique, avec une masse équivalente à 4 millions de soleils, dévore ou expulse violemment toute étoile qui s'approche trop près. Plusieurs étoiles hypervéloces ont été découvertes, quittant la galaxie à plus de 400 km par seconde et dont les trajectoires pointent directement vers le centre galactique. Mais les étoiles à peine liées présentent un mystère différent. Elles ne proviennent pas du noyau. Elles orbitent loin, dans le halo, avec des vitesses élevées mais non extrêmes, comme si elles trouvaient un équilibre au bord du puits gravitationnel. Une théorie propose que le halo de matière noire pourrait être plus irrégulier qu'on ne le pense, avec des concentrations de masse dans certaines régions capables de créer des orbites stables à haute vitesse où les étoiles seraient naturellement piégées. Cela expliquerait pourquoi tant d'étoiles du halo se déplacent à des vitesses similaires, en résonance avec la distribution de la matière noire. Tester cette idée est difficile, car la matière noire ne peut être observée directement, et seul le mouvement des étoiles révèle sa structure. Si le halo était réellement grumeleux, nous devrions observer des regroupements d'étoiles rapides orbitant ensemble. Les données actuelles sont ambiguës. Certaines études le suggèrent, d'autres montrent des distributions aléatoires. Ce que nous savons avec certitude, c'est que les régions externes de la galaxie sont plus turbulentes que prévu. Les étoiles se déplacent plus vite que ne le prédisent les modèles simples et la frontière entre rester liées ou s'échapper est extrêmement délicate. Quelques kilomètres par seconde suffisent à déterminer le destin d'une étoile. Si la galaxie est plus grande que nous le pensions, davantage d'étoiles habitent cette zone critique, plus d'objets oscillent près de la limite et davantage de fugitives potentielles existent. Comprendre pourquoi elle reste offre des indices profonds sur la structure galactique, la matière noire et le fonctionnement de la gravité à des échelles gigantesques. Les bras spiraux de la Voie lactée constituent une autre énigme fascinante. Traditionnellement, on parlait de 4 bras principaux, bien que le nombre exact, peut être 5 ou 6, reste sujet à débat. Pendant des décennies, la réponse standard des manuels incluait Scutum Centaure, Norma, Cygnus Persée et Sagittaire. Chaque bras est un courant gigantesque d'étoiles, de gaz
et de poussière, qui s'étend en spirale depuis le centre galactique et marque des régions de formation stellaire intenses, les rendant brillants et reconnaissables. L'arrivée de télescopes infrarouges, de radiotélescopes et d'observatoires spatiaux plus avancés a révélé des caractéristiques auparavant invisibles. Le bras lointain des 3 kPa fut l'une des premières découvertes importantes. Un bras mineur caché derrière le noyau galactique, invisible pour les instruments optiques, mais détecté par des capteurs infrarouges capables de traverser la poussière. C'était un bras complet, long de milliers d'années-lumière, resté dissimulé. Ensuite sont apparus des indices d'autres structures. Le bras local où se trouve le système solaire pourrait ne pas être seulement un éperon, mais un bras principal connecté à des structures plus grandes dans les régions externes. Le bras extérieur représentait un autre mystère. Situé à la limite extrême de la galaxie visible, il fut d'abord interprété comme des étoiles dispersées, mais une analyse détaillée révéla des motifs spiraux organisés, s'étendant profondément dans les régions externes, indiquant que la galaxie possède une structure même là où l'on pensait qu'il n'y avait que du vide. Un aspect particulièrement énigmatique est que la formation des bras spiraux n'est toujours pas complètement comprise. Bien qu'ils apparaissent dans presque toutes les galaxies à disques comme des structures élégantes et harmonieuses, la physique sous-jacente reste incertaine. Le problème réside dans le fait que les étoiles orbitent le centre galactique à des vitesses différentes. Les plus internes se déplacent plus vite et les externes plus lentement. Si les bras spiraux étaient de simples concentrations matérielles d'étoiles, ils s'enrouleraient de plus en plus avec le temps, comme de la crème se mélangeant au café, et disparaîtraient après quelques rotations. Pourtant, les bras persistent pendant des milliards d'années. Cela suggère qu'ils ne sont pas des structures matérielles fixes, mais des ondes de densité, des régions où les étoiles se regroupent temporairement créant l'illusion d'un bras, comme des voitures accumulées dans un embouteillage, tandis que l'embouteillage reste presque immobile. La théorie des ondes de densité fonctionne mathématiquement, mais les observations continuent de trouver des exceptions. Certains bras contiennent trop d'étoiles jeunes, d'autres présentent des vides inattendus, et le bras extérieur semble trop massif pour n'être qu'une onde. Il pourrait s'agir d'une structure réelle, formée par du matériau arraché lors d'une ancienne collision galactique. Une voie lactée plus grande complique encore davantage le tableau. Un diamètre plus grand implique plus d'espace pour des structures complexes. Les bras peuvent s'étendre plus loin, et de nouveaux bras pourraient se former dans des régions autrefois considérées comme vides, créant un motif spiralé beaucoup plus intriqué. Des études récentes utilisant le vaisseau spatial Gaia ont cartographié 1 milliard d'étoiles avec une précision extraordinaire. Les données révèlent des sous-structures à l'intérieur des bras, des ramifications, des éperons et des vides, indiquant que le motif spiralé n'est pas propre ni symétrique, mais irrégulier et chaotique, comme les branches d'un arbre qui poussent dans toutes les directions. Certains chercheurs proposent désormais que la Voie lactée ne soit pas une spirale à grand dessin, mais une spirale floculente, une galaxie aux bras irréguliers et fragmentés. Cela expliquerait pourquoi différentes études trouvent des nombres de bras différents selon le type de mesure utilisé. Le débat continue, alimenté par de nouveaux télescopes, de nouvelles données et de nouvelles théories. Mais une certitude demeure. La Voie lactée est beaucoup plus complexe que le simple diagramme à 4 bras présenté dans les manuels scolaires. Des structures cachées remplissent la galaxie, des bras restés invisibles pendant des décennies. Et si des bras spiraux entiers ont été ignorés même à l'intérieur de notre propre galaxie, quelles autres caractéristiques restent dissimulées dans l'obscurité en attendant l'instrument adéquat pour être révélé? Où se termine réellement la Voie lactée est un problème presque impossible. Tracer une limite marquant le bord de la galaxie semble simple. Mais en réalité, cela ne l'est pas. Les galaxies, contrairement aux pays ou aux continents, n'ont pas de frontières définies. Il n'existe ni mur ni panneau, indiquant que vous quittez la Voie lactée. Les étoiles deviennent simplement de plus en plus rares, jusqu'à n'être plus que quelques unités dispersées. À quel point précis une région cesse-t-elle de faire partie de la galaxie? Ce n'est pas seulement une question philosophique, mais un problème pratique pour les astronomes.
qui ont besoin de définitions standards pour comparer les galaxies entre elles. Le problème est que l'univers ne coopère pas. La nature ne suit pas nos catégories propres. Il existe des définitions imparfaites. Le rayon optique marque le point où les étoiles visibles deviennent trop faibles pour être observées, fournissant une mesure du disque brillant, la partie évidente qui tourne autour de 100 000 années-lumière pour la Voie lactée. Mais cette définition ignore les étoiles faibles, les naines éteintes et les objets dispersés du halo, comme si l'on mesurait une ville en ne comptant que les gratte-ciel et en ignorant toutes les maisons. Le rayon viriel, plus scientifique, marque le point où les objets restent gravitationnellement liés à la galaxie. À l'intérieur de ce rayon, les objets orbitent autour du centre. Au-delà, ils se déplacent indépendamment. Pour la Voie lactée, ce rayon est d'environ 250 000 années-lumière. Une amélioration significative, bien qu'il présente aussi des problèmes. Certaines étoiles situées hors du rayon viriel continuent de se déplacer avec la galaxie, partageant son mouvement à travers l'espace et s'étant formées dans cet environnement. Font-elles partie de la galaxie ou non? Le rayon viriel dirait que non, mais le bon sens suggère que oui. Et qu'en est-il du gigantesque halo de matière noire, celui-ci s'étend bien au-delà de tout le reste? S'il atteint 1 million d'années-lumière vers l'extérieur, alors ce serait la véritable limite. Bien que la plupart des astronomes répondent que non, car le halo se dissout progressivement et toute frontière serait arbitraire, comme décider où se termine l'atmosphère terrestre. Techniquement, l'atmosphère s'étend sur des milliers de kilomètres, mais en pratique, elle disparaît bien avant. Le choix de la limite est une question de définition, non de réalité physique. Les vents galactiques compliquent encore la situation. La Voie lactée expulse d'énormes quantités de gaz, à cause des supernovas et des éjections stellaires. Ce gaz s'étend dans le milieu intergalactique sur des centaines de milliers d'années-lumière. Fait-il encore partie de la Voie lactée? D'une certaine manière, oui, car une partie reviendra après des milliards d'années, recyclée par la gravité, tandis qu'une autre s'échappera pour toujours dans le vide. À quel moment ce gaz cesse-t-il d'être galactique pour devenir intergalactique? Le cas du courant de Magellan illustre bien ce dilemme. Le gaz arraché aux grands et aux petits nuages de Magellan forme un courant d'environ 600 000 années-lumière. Il n'appartient plus vraiment à ces nuages, mais ne fait pas non plus entièrement partie de la Voie lactée. Il existe dans une sorte de limbe, une région de transition. Les galaxies satellites posent une autre question similaire. Elles orbitent la Voie lactée, mais sont considérées comme des objets indépendants, car elles possèdent leurs propres étoiles et structures, bien qu'elles soient gravitationnellement liées à nous, et finiront par fusionner avec la galaxie. Font-elles partie de la Voie lactée ou non? Cela dépend du contexte. Et les deux réponses peuvent être correctes. Le rayon viriel tente de résoudre le problème en définissant la limite où les objets sont gravitationnellement liés. À l'intérieur, tout orbite ensemble. À l'extérieur, les objets se déplacent avec une relative liberté. Pour la Voie lactée, cette limite se situe autour de 250 000 années-lumière. Un chiffre clair et apparemment propre. Mais cette clarté est trompeuse. Même les objets situés au-delà du rayon viriel ressentent encore la gravité de la galaxie, une gravité faible mais réelle. Le champ gravitationnel s'étend à l'infini, diminuant sans jamais disparaître. La lumière de la Voie lactée voyage pour toujours. Les photons continuent de se déplacer, transportant des informations sur notre galaxie à travers l'univers. En ce sens, l'influence de la Voie lactée est infinie. Chaque étoile ayant brillé ici a envoyé de la lumière dans toutes les directions, et cette lumière poursuit son voyage, marquant notre présence à des distances cosmiques immenses. En pratique, cependant, pour mesurer la taille de la galaxie, il est nécessaire de choisir une définition concrète, décider quoi inclure et quoi exclure. La mesure de 200 000 années-lumière utilise le rayon viriel. Un critère raisonnable et défendable, mais pas une vérité absolue. Un autre astronome pourrait utiliser une définition basée sur la densité stellaire, l'affaiblissement de la matière noire ou le point où les galaxies satellites cessent d'orbiter. Chaque définition produit une taille différente. Aucune n'est complètement fausse.
Aucune n'est totalement correcte. La galaxie n'a pas de bord défini parce que l'univers ne fonctionne pas ainsi. La matière se distribue de manière graduelle, avec des densités qui s'estompent lentement sans mur ni limite. Les bords sont des constructions humaines imposées à un cosmos qui ne suit pas des catégories rigides. Nous vivons dans une galaxie qui se dissout lentement dans le vide, sans ligne claire, sans fins abruptes, seulement une transition progressive du dense au ténu, d'un lieu à nulle part. Mesurer cette transition est encore plus difficile que mesurer la galaxie elle-même. Aux limites les plus extrêmes existent des étoiles se déplaçant à des vitesses extraordinaires, 130, 150, et même certaines atteignant 200 km par seconde. Selon la physique classique, elles devraient s'échapper vers l'espace intergalactique, et pourtant, elles restent liées par une force invisible. Elles sont connues sous le nom d'étoiles du halo à grande vitesse, distinctes des étoiles hypervéloces qui s'échappent réellement. Les étoiles du halo se déplacent juste en dessous de la vitesse de libération, frôlant le seuil de la liberté. Les détecter a été difficile en raison de leur faible luminosité, de l'énorme distance et de leur dispersion dans un volume gigantesque. Cependant, des missions comme Gaïa ont permis de suivre des millions d'étoiles avec une précision extraordinaire, en mesurant leur position, leur mouvement et leur vitesse. Certaines ont déclenché des alertes immédiates. Une étoile, par exemple, se déplace dans le halo externe à 198 km par seconde, tandis que la vitesse de libération dans cette région est d'environ 200 km par seconde. Elle n'est qu'à 2 km par seconde de quitter la galaxie pour toujours, comme une fusée retenue par un fil invisible. Pourquoi tant d'étoiles orbitent-elles si près de la limite d'échappement? Le phénomène n'est pas fortuit. Quelque chose les a placées là, leur accordant cette énergie précise. Les collisions galactiques offrent une explication possible. Lorsque la Voie lactée a dévoré des galaxies plus petites, ces collisions ont injecté de l'énergie dans le système, propulsant les étoiles des galaxies naines à des vitesses énormes. Certaines se sont totalement échappées, d'autres sont restées piégées sur des orbites rapides à peine liées. Ces survivantes peuplent aujourd'hui le halo. La galaxie naine du Sagittaire en est un exemple actuel. Ces étoiles se dispersent à grande vitesse, tandis que la Voie lactée la déchire. Dans 1 milliard d'années, elles seront indiscernables des autres étoiles du halo, rapides, anciennes et mystérieuses. Les interactions à 3 corps représentent un autre accélérateur naturel. Lorsque 2 étoiles passent près d'un troisième objet, l'une peut être projetée vers l'extérieur à grande vitesse. Ce phénomène se produit dans des amas stellaires denses. Certaines étoiles sont expulsées avec suffisamment d'énergie pour atteindre le halo. La plupart s'échappent complètement, mais quelques-unes restent dans cette zone intermédiaire, rapides mais encore liées. Les trous noirs ajoutent encore davantage de complexité. Si une étoile passe près d'un trou noir massif, l'effet de fronde gravitationnelle peut l'accélérer énormément. Le trou noir supermassif du centre galactique, avec une masse équivalente à 4 millions de soleils, dévore ou expulse violemment toute étoile qui s'approche trop près. Des étoiles hypervéloces ont été détectées quittant la galaxie à plus de 400 km par seconde et dont la trajectoire pointe directement vers le centre galactique. Mais les étoiles à peine liées constituent une énigme différente. Elles ne proviennent pas du noyau, elles orbitent loin, à l'intérieur du halo. Leurs vitesses sont élevées mais non extrêmes, comme si elles étaient équilibrées juste au bord du puits gravitationnel. Une théorie suggère que le halo de matière noire pourrait être plus irrégulier que nous ne le pensons. Des concentrations spécifiques de matière noire pourraient créer des orbites stables à grande vitesse, où les étoiles s'accumulent naturellement, piégées en résonance avec cette distribution invisible. Vérifier cette idée est difficile parce que la matière noire ne peut être observée directement et que sa structure ne peut être déduite qu'à partir du mouvement stellaire. Si le halo était réellement grumeleux, nous devrions voir des regroupements d'étoiles rapides orbitant ensemble. Les données actuelles sont ambiguës. Certaines études le suggèrent, d'autres montrent des distributions apparemment aléatoires, ce qui indique que le bord galactique est plus dynamique que nous ne l'imaginions. Ce que nous savons en revanche,
c'est que les régions externes de la galaxie sont beaucoup plus actives que prévu. Les étoiles se déplacent plus vite que ne le prédisent les modèles simples. Et la frontière entre rester lié ou s'échapper est extrêmement fragile. Quelques kilomètres par seconde seulement séparent la permanence de la fuite définitive. Si la galaxie est plus grande que nous le pensions, davantage d'étoiles habitent cette zone critique. Plus d'objets glissent sur la limite et davantage de fugitifs potentiels existent. Comprendre pourquoi elle reste nous offre des informations profondes sur la structure galactique, la matière noire et la gravité à des échelles immenses. Des étoiles rapides au bord de la galaxie, retenues par une masse invisible et voyageant à des vitesses qui semblent impossibles. La compréhension de ce qui les maintient en place ne fait que commencer. La Voie lactée n'est pas une galaxie exceptionnelle. L'un des thèmes récurrents de l'astronomie moderne consiste à découvrir que ce qui fut longtemps considéré comme unique se révèle en réalité commun. Ainsi, si notre galaxie s'est finalement révélée 2 fois plus grande que ce qu'indiquaient les anciennes mesures, il est très probable que la même erreur ait affecté les galaxies spirales de tout l'univers. Les chercheurs ont mis cette hypothèse à l'épreuve en sélectionnant un ensemble de galaxies proches, comme Andromède et le Triangle, qui permettent des observations extrêmement détaillées. Ils ont appliqué de nouvelles techniques de mesure, allant du suivi des galaxies satellites à la cartographie des courants stellaires et au calcul du halo de matière noire. Le résultat fut surprenant. Chacune de ces galaxies s'est révélée plus grande, non pas seulement un peu plus grande, mais significativement plus vaste, avec des augmentations moyennes proches de 50%. Certaines, comme la Voie lactée elle-même, ont même doublé leur dimension, confirmant un schéma universel. Les galaxies spirales avaient été systématiquement sous-estimées. Andromède en est une preuve claire. Son ancienne mesure de 220 000 années-lumière de diamètre a été révisée jusqu'à 300 000 ou davantage, avec un halo de matière noire encore plus étendu qui la révèle comme un géant plus imposant qu'on ne l'imaginait. La galaxie du Triangle, la 3e plus grande du groupe local, est passée d'environ 60 000 années-lumière à presque 100 000. Des galaxies plus petites comme NGC 24 ou NGC 2976 ont montré des augmentations similaires. Chaque spirale examinée s'est révélée plus large et plus massive. L'origine de l'erreur était la même que pour la Voie lactée. Les anciennes mesures se basaient sur la lumière visible. Suivant le disque brillant où se concentre la majorité des étoiles, ignorant les régions externes plus faibles et sous-estimant le rôle fondamental de la matière noire, il s'agissait d'une erreur systémique inscrite dans la méthodologie elle-même. Les instruments modernes ont complètement transformé le paysage. Les études à grand champ permettent désormais de cartographier des galaxies entières d'un bord à l'autre. Les détecteurs infrarouges traversent la poussière interstellaire et les expositions profondes révèlent des étoiles faibles dans les zones périphériques. Chaque avancée technologique a repoussé le rayon mesuré toujours plus loin. Pourtant, le véritable tournant est arrivé avec l'étude des galaxies satellites. Comme la Voie lactée, d'autres grandes spirales possèdent des dizaines de compagnes naines. Andromède en possède beaucoup, le Triangle également plusieurs. En suivant ces satellites, en mesurant leurs orbites et en calculant la masse nécessaire pour les maintenir liés, les astronomes ont obtenu la taille réelle de leurs galaxies hôtes. Les courants stellaires sont également présents partout. Andromède, par exemple, dévore des galaxies plus petites et les courants résultants l'enveloppent comme des cicatrices lumineuses de ce processus. Ces courants orbitent bien au-delà du disque visible, démontrant que sa gravité s'étend beaucoup plus loin que ne le suggéraient les anciennes mesures. Les halos de matière noire amplifient encore cette image. En considérant le halo complet, et non seulement les régions centrales plus denses, les galaxies spirales apparaissent comme des structures immenses dont les sphères d'influence atteignent des centaines de milliers d'années-lumière, réduisant la distance apparente entre elles. Cette découverte a déclenché une cascade d'implications. Les fréquences de collision galactiques doivent être recalibrées. Si les galaxies sont plus grandes, leurs halos se chevauchent plus facilement, les interactions deviennent plus fréquentes et l'univers apparaît plus dynamique et plus violent qu'on ne le pensait.
La densité numérique des galaxies change également, car le même volume d'espace contient moins de systèmes si chacun occupe une région plus vaste. Cela modifie les modèles cosmologiques et transforme la compréhension de la formation des structures et de l'évolution des amas galactiques. Les courbes de rotation semblent désormais plus cohérentes. De nombreuses galaxies spirales présentent des courbes plates, comme la Voie lactée, avec des étoiles périphériques orbitant trop rapidement. Mais si les galaxies sont plus grandes et possèdent des halos de matière noire plus étendus, ces courbes s'accordent mieux avec les modèles théoriques et la physique retrouve sa cohérence. Certains chercheurs se sont demandé si les galaxies naines suivaient le même schéma. Les résultats préliminaires suggèrent que oui. Même les plus petites semblent être plus grandes que ce qu'indiquaient les mesures précédentes, avec des halos de matière noire qui s'étendent au-delà de leurs étoiles visibles. L'erreur de sous-estimation affecte toutes les échelles. Les galaxies elliptiques représentent un cas plus complexe parce qu'elles ne possèdent ni disque évident, ni bras spiraux, ce qui rend encore plus difficile la définition de leurs limites, mais les premières études indiquent également qu'elles sont plus grandes qu'on ne le pensait. Le problème est universel. Pendant des décennies, les astronomes ont mesuré les galaxies spirales avec des méthodes incomplètes. Ils ont compté ce qu'ils pouvaient voir, tracé des frontières là où les étoiles devenaient trop faibles, et formulé des hypothèses raisonnables qui se sont ensuite révélées erronées. Chaque galaxie spirale de l'univers est plus grande que ne le montrent les manuels scolaires. Pas seulement la nôtre, mais toutes. Le recensement cosmique nécessite une révision complète et nous commençons à peine à comprendre à quel point l'univers est réellement vaste. Le groupe local a subi une contraction conceptuelle. L'espace entre les galaxies est plus petit qu'on ne le croyait, parce que les galaxies elles-mêmes sont plus grandes. Le groupe local représente notre voisinage cosmique, un ensemble de galaxies liées gravitationnellement dominées par trois géants, la Voie lactée, Andromède et le Triangle, ainsi que des dizaines de galaxies naines qui orbitent autour d'eux. La population totale était estimée à environ 80 galaxies dans un rayon de 10 millions d'années-lumière. Mais ces limites doivent être redéfinies. Lorsque les galaxies sont plus grandes, leur influence gravitationnelle s'étend plus loin et leur sphère de contrôle augmente. Des régions autrefois considérées comme espaces intergalactiques neutres se révèlent appartenir à l'une ou l'autre galaxie, réduisant la zone de personnes entre les géants. Andromède se trouve à 2,5 millions d'années-lumière de distance. Les anciennes mesures montraient nos disques visibles séparés par un immense vide, mais avec les nouvelles dimensions, le panorama change radicalement. Notre halo de matière noire s'étend au moins sur 250 000 années-lumière vers l'extérieur, et peut être bien davantage. Le halo d'Andromède fait de même, et pourrait être encore plus grand, si l'on soustrait ces halos à la distance totale. Il ne resterait qu'environ 2 millions d'années-lumière d'espace véritablement neutre entre les deux galaxies. Peut être moins si les halos s'étendent encore plus loin. Certains modèles suggèrent qu'ils pourraient déjà être en contact et que la collision aurait commencé dans le domaine invisible de la matière noire. Cela transforme profondément la dynamique du groupe local. Il ne s'agit plus de trois entités séparées avec de grands vides entre elles, mais de trois sphères d'influence qui se chevauchent avec des frontières diffuses et des territoires partagés. Certaines galaxies naines orbitent dans des régions revendiquées simultanément par plusieurs grandes galaxies, soumises à des attractions gravitationnelles provenant de directions différentes. Les nuages de Magellan, par exemple, sont-ils réellement des satellites de la Voie lactée ou simplement de passage? Les anciennes mesures suggéraient qu'ils pourraient un jour s'échapper, mais les nouveaux calculs indiquent le contraire. La gravité de notre galaxie s'étend plus loin qu'on ne le croyait, et les nuages sont piégés, prisonniers destinés à être dévorés dans quelques milliards d'années. Plusieurs galaxies naines se trouvent entre la Voie lactée et Andromède. À laquelle appartiennent-elles? Techniquement, elles orbitent dans le champ gravitationnel, combiné des deux. À mesure que les deux galaxies se rapprochent, ces naines resteront prises entre elles, déchirées et dispersées comme des victimes d'un conflit entre géants. La galaxie du Triangle fait face à un destin similaire. C'est la troisième plus grande du groupe local, et elle contient environ 60 milliards d'étoiles.
Les nouvelles mesures suggèrent qu'elle tombe déjà vers Andromède, puisque la distance entre les deux n'est que de 750 000 années-lumière. Avec les halos actualisés, elles se touchent presque. Le triangle pourrait ne plus être une galaxie indépendante très longtemps, mais devenir un futur satellite d'Andromède. Redessiner les limites modifie également le comptage des galaxies. Certains objets autrefois considérés comme indépendants se révèlent être des satellites et d'autres, classés comme satellites, pourraient montrer une certaine autonomie. Le nombre total de galaxies du groupe local reste proche de 80, mais leur classification évolue. Même le centre de masse du groupe se déplace. Avec des galaxies plus grandes et des masses réévaluées à la hausse, le point d'équilibre gravitationnel change de position. Il se situe quelque part entre la Voie lactée et Andromède, peut être légèrement plus proche de cette dernière, qui pourrait être la plus massive. Ce point définit l'évolution future du groupe, car tout orbite et tombe vers lui. Au-delà du groupe local, les limites avec les groupes voisins doivent également être révisées. Le groupe du Sculpteur se trouve à environ 12 millions d'années-lumière, et d'autres amas proches émergent partiellement cachés par le disque galactique. Si les galaxies sont plus grandes, leurs zones gravitationnelles s'étendent également, réduisant encore davantage l'espace entre les groupes. Certains astronomes proposent que le groupe local pourrait atteindre jusqu'à 15 millions d'années-lumière de diamètre au lieu de 10. Ses membres externes orbitent plus loin qu'on ne le pensait, et le groupe revendique davantage de territoire sous son influence gravitationnelle. Cela est fondamental pour comprendre la structure cosmique, car les groupes de galaxies s'organisent en superamas. Le groupe local appartient au superamas de la Vierge ou peut être à celui de l'Aniakea, selon la manière dont on définit les limites. Si les groupes sont plus grands, les superamas doivent eux aussi être réorganisés, modifiant la hiérarchie de la structure de l'univers à tous les niveaux. Cependant, la réalité est que les limites sont arbitraires. Les galaxies ne respectent pas des lignes. Elles se superposent, se mélangent et fusionnent. L'idée d'objets séparés est une construction humaine. La nature se manifeste comme des champs gravitationnels continus, des gradients doux de densité sans mur ni barrière. Le groupe local n'est pas un ensemble d'îles isolées, mais un immense bassin gravitationnel avec des concentrations de matière que nous appelons galaxies. Redéfinir des frontières est un choix, mais la vérité est plus complexe que n'importe quelle carte. Nous vivons immergés dans ce chaos ordonné, tentant de cartographier un territoire qui résiste à toute définition. Le nombre estimé d'étoiles dans la Voie lactée a également doublé, atteignant environ 400 milliards, peut être même davantage. C'est un chiffre qui a grandi avec les nouvelles estimations de la taille galactique. 400 milliards est un nombre difficile à imaginer. Si nous comptions une étoile par seconde, il nous faudrait plus de 12 700 ans pour terminer le décompte. Plus longtemps que toute l'histoire humaine enregistrée, et il resterait encore des milliards à compter. Comparé à la population terrestre de 8 milliards de personnes, il faudrait 50 planètes comme la Terre, toutes habitées, rien que pour égaler le nombre d'étoiles de notre galaxie. Les anciennes estimations de 200 milliards étaient simplement incorrectes. L'erreur provenait de la méthode d'échantillonnage. Les astronomes comptaient des étoiles dans de petites régions puis extrapolaient. Ils mesuraient le voisinage solaire, calculaient combien d'étoiles il y avait par année-lumière et multipliaient par le volume estimé de la galaxie. Mais ce volume était mal calculé. Doubler le rayon augmente le volume d'un facteur 8. Une galaxie 2 fois plus large contient 8 fois plus d'espace. Et, même si tout cet espace n'est pas rempli d'étoiles, les régions externes, bien que plus dispersées, contribuent fortement au total. En ajoutant tout ce volume supplémentaire, des milliards d'étoiles apparaissent. La plupart sont des naines rouges, petites, faibles et longévives, qui représentent près de 70% du total, mais elles brillent si peu que même 1 milliard d'entre elles peut ressembler à une obscurité presque absolue. Elles se cachent à la vue de tous. Le grand halo externe contient bien plus d'étoiles qu'on ne le pensait. Les anciennes études ne pouvaient pas les détecter. Elles étaient trop faibles et trop éloignées. Mais les instruments actuels commencent à les révéler.
Des centaines de millions d'étoiles du halo orbitent loin du disque galactique. Ce sont des étoiles anciennes, pauvres en métaux, survivantes des premiers jours de la Voie lactée. À cela s'ajoutent les étoiles provenant de galaxies dévorées par la nôtre. Chaque fois que la Voie lactée absorbait une compagne plus petite, elle incorporait ces étoiles, qui orbitent désormais dans notre halo, comme des immigrantes cosmiques entraînées par la gravité. La galaxie naine du Sagittaire, par exemple, a apporté des dizaines de millions d'étoiles et le courant stellaire qui entoure la Voie lactée en contient près de 100 millions. Toutes font désormais partie du nouveau recensement galactique. 400 milliards d'étoiles impliquent 400 milliards de systèmes planétaires potentiels. Toutes les étoiles ne possèdent pas de planètes, mais beaucoup, oui, peu, être la majorité. Les estimations les plus conservatrices suggèrent qu'au moins 60% en ont, ce qui signifierait un minimum de 240 milliards de mondes répartis dans notre galaxie. Combien de ces mondes pourraient être habitables? Combien orbitent dans la zone où l'eau liquide pourrait exister? Les estimations varient énormément selon les modèles utilisés. Les hypothèses les plus prudentes indiquent qu'environ 1% des planètes pourraient être potentiellement habitables, soit environ 2 milliards 400 millions de mondes habitables. Rien que dans notre galaxie, le double des anciennes estimations. Même si la vie était incroyablement rare, présente sur une planète sur 1 million, il existerait encore environ 2400 mondes vivants dans la Voie lactée. Et si l'intelligence était encore plus rare, apparaissant peu, être sur une planète habitable sur 1 million, il pourrait malgré tout exister 2 ou 3 civilisations intelligentes dispersées quelque part dans notre galaxie. L'équation de Drake, conçue pour estimer le nombre de civilisations capables de communiquer, a vu chacune de ces variables augmenter. Plus d'étoiles, plus de planètes, plus d'opportunités. La probabilité de trouver une vie intelligente a grandi de manière significative. Ce n'est pas une garantie, mais une possibilité plus plausible. Surgit alors une question inconfortable. S'il existe tant d'opportunités pour la vie et tant de civilisations potentielles, pourquoi n'avons-nous reçu aucun signal? Pourquoi n'y a-t-il pas de sondes extraterrestres, ni de messages clairs? Pourquoi la galaxie semble-t-elle si silencieuse? Certains scientifiques parlent d'un grand filtre, une barrière qui empêche les civilisations de s'étendre dans l'espace. Peut-être se situe-t-il dans notre passé, ce qui impliquerait que l'origine de la vie est extrêmement difficile et que l'humanité a eu une chance extraordinaire. Ou peut-être se trouve-t-il dans notre avenir, suggérant que les civilisations ont tendance à s'autodétruire par des guerres nucléaires, des effondrements climatiques ou des intelligences artificielles incontrôlées, et que nous pourrions nous-mêmes approcher cette limite invisible. D'autres proposent une explication plus simple et plus troublante. L'intelligence pourrait être beaucoup plus rare que nous ne l'imaginons, et l'humanité pourrait être l'une des rares, être la seule civilisation dans toute la Voie lactée, 400 milliards d'étoiles et une seule voix consciente, une humanité solitaire dans une galaxie muette. Cependant, il existe aussi une perspective plus optimiste. Le double d'étoiles signifie le double de possibilités de contact. Si des civilisations existent, une galaxie plus grande augmente le nombre de voisins potentiels, les opportunités de transmission et les probabilités de rencontre. SETI, le programme de recherche d'intelligence extraterrestre, est aujourd'hui plus pertinent que jamais. Ces radiotélescopes scrutent le ciel à la recherche de signaux provenant de civilisations lointaines. Et bien qu'ils ne couvrent qu'une petite fraction de la galaxie, le fait qu'il existe davantage d'étoiles implique aussi davantage d'émetteurs possibles. Les futurs télescopes chercheront des biosignatures comme l'oxygène, le méthane ou l'ozone dans les atmosphères d'exoplanètes, des indices chimiques pouvant révéler la présence de vie. Le télescope spatial James Webb a déjà commencé ce travail. Chaque nouvelle planète habitable découverte représente une nouvelle opportunité. L'augmentation du nombre de mondes implique que nous ne sommes probablement pas seuls. La probabilité penche lentement vers la vie. Ce n'est pas une certitude,
mais une amélioration des possibilités et, avec elle, une forme différente d'espoir. Quelque part dans la Voie lactée, autour de l'une de ces 400 milliards d'étoiles, pourrait exister une vie qui nous observe, qui se pose les mêmes questions, qui ressent la même solitude et qui attend peu. Être un contact. La galaxie est devenue plus grande. Les probabilités ont augmenté et la recherche continue. En observant le bord de la Voie lactée et en regardant au-delà, la question de savoir où finit notre galaxie et où commence l'espace intergalactique reçoit une réponse inconfortable. Il n'existe pas de point précis. Il n'y a pas de frontière définie, seulement une disparition progressive dans l'obscurité. C'est une vérité fondamentale. Les galaxies n'ont pas de bornettes. Elles se dissolvent lentement. Les étoiles deviennent de plus en plus rares. La densité de matière noire diminue progressivement et les gaz se dispersent dans le vide. Déterminer à quel moment une région cesse d'être galactique n'a pas de réponse exacte. Ce phénomène peut être comparé à l'atmosphère terrestre, qui ne s'arrête pas brusquement. La pression de l'air diminue avec l'altitude. Au niveau de la mer, l'atmosphère est complète. À 6 km, elle est presque inexistante. À 160 km, le vide domine. Pourtant, des particules atmosphériques peuvent se trouver à des milliers de kilomètres d'altitude. Où finit alors l'atmosphère? La ligne est arbitraire et dépend de la définition utilisée. La Voie lactée fonctionne de manière similaire. La densité stellaire atteint son maximum au centre galactique, avec environ 1 million d'étoiles par année-lumière cubique. Dans le voisinage solaire, cette densité descend à environ 10 étoiles par année-lumière cubique. Plus loin, une étoile tous les 10 années-lumière. À la limite du halo, une étoile tous les 1000 années-lumière. Finalement, on atteint un régime où il n'existe qu'une étoile par million, par milliard, ou même par billion d'années-lumière cubiques. Les nombres se rapprochent de zéro, mais ne disparaissent jamais complètement. Dans les régions éloignées, des étoiles isolées errent dans le vide, expulsées de la galaxie principale, mais pas totalement intergalactiques. Les considérer comme faisant partie de la Voie lactée ou non dépend de la définition adoptée. La matière noire pose le même dilemme. Le halo s'étend bien au-delà des étoiles visibles. Jusqu'où exactement? Les modèles suggèrent au moins 250 000 années-lumière. Peut être 400 000, peut être 600 000. Au-delà, la densité devient si faible qu'elle se confond avec le fond cosmique. La matière noire existe partout, même l'espace intergalactique en contient des traces. La transition est continue, sans rupture. Les nuages de gaz compliquent encore l'image. La Voie lactée génère des vents galactiques. Les explosions de supernovas expulsent du gaz vers l'extérieur, voyageant pendant des centaines de milliers d'années-lumière avant de se dissiper. Ce gaz fait-il encore partie de la galaxie? Il en provient et pourrait un jour revenir, entraîné par la gravité. Mais pendant ce temps, il se trouve au-delà de toute limite intuitive. Le courant de Magellan illustre parfaitement ce problème. Le gaz arraché aux grands et aux petits nuages de Magellan forme un flux qui s'étend sur environ 600 000 années-lumière. Ce gaz n'appartient plus totalement aux nuages, mais n'est pas encore pleinement partie de la Voie lactée. Il existe dans une région intermédiaire, une zone de transition. Les galaxies satellites ajoutent encore davantage de complexité. Elles orbitent la Voie lactée, mais sont considérées comme des objets indépendants parce qu'elles possèdent leurs propres étoiles et structures, bien qu'elles soient liées gravitationnellement à nous et qu'un jour, elles fusionneront avec la galaxie principale. Font-elles partie de la Voie lactée ou non? Les deux réponses peuvent être correctes selon le contexte. Le rayon viriel tente de résoudre le dilemme en définissant la limite à l'intérieur de laquelle les objets restent gravitationnellement liés. À l'intérieur, tout orbite ensemble. Au-delà, les objets se déplacent de façon plus indépendante. Pour la Voie lactée, cette valeur avoisine 250 000 années-lumière, un chiffre apparemment précis mais trompeur dans sa clarté. Même les objets au-delà de ce rayon continuent de ressentir la gravité galactique,
une gravité faible mais réelle. Le champ gravitationnel s'étend indéfiniment, s'affaiblissant sans jamais disparaître. La lumière de la Voie lactée voyage éternellement. Les photons poursuivent leur chemin, portant la trace de notre galaxie à travers le cosmos. En ce sens, l'influence de la Voie lactée est infinie. Chaque étoile qui y a brillé a envoyé de la lumière dans toutes les directions. Et cette lumière continue de voyager, marquant notre présence à des distances cosmiques immenses. En pratique, cependant, mesurer la taille de la galaxie implique de prendre des décisions, choisir une définition, décider quoi inclure et quoi exclure. La mesure de 200 000 années-lumière utilise le rayon viriel comme référence, un critère raisonnable et défendable, mais pas une vérité absolue. Un autre astronome pourrait préférer une définition basée sur la densité stellaire, sur le point où le halo de matière noire se dissout ou sur l'endroit où les galaxies satellites cessent d'orbiter. Chaque définition produit un résultat différent. Aucune n'est totalement fausse, mais aucune n'est complètement juste. La galaxie n'a pas de bord défini, parce que l'univers ne fonctionne pas ainsi. La matière se distribue progressivement. Les gradients de densité s'estompent sans interruption, et les limites sont des constructions humaines imposées à un cosmos qui n'accepte pas les catégories rigides. Nous habitons une galaxie qui se dissout lentement dans le vide, sans mur ni ligne claire, sans fin définitive. Seulement une transition progressive du dense vers le ténu, d'un lieu vers aucun lieu, et mesurer cette transition est encore plus difficile que mesurer la galaxie elle-même. La Voie lactée, de plus, est une galaxie cannibale. Elle a grandi jusqu'à atteindre sa taille actuelle en dévorant d'autres galaxies. Des centaines de petites galaxies sont tombées dans son puits gravitationnel, ont été déchirées et absorbées, et leurs étoiles font maintenant partie des nôtres. Ce processus constitue le mécanisme fondamental de la croissance galactique. Il ne s'agit pas d'une accumulation lente et paisible, mais d'une histoire marquée par la violence des fusions et par un véritable cannibalisme cosmique. Les galaxies les plus grandes dévorent les plus petites, les plus massives dominent, tandis que les plus faibles deviennent leur nourriture. Une sorte de sélection naturelle, guidée par la gravité. Les traces de ces anciens festins nous entourent sous la forme de courants stellaires qui enveloppent la galaxie. Chaque courant est ce qu'il reste d'une galaxie naine qui s'est approchée trop près de la Voie lactée, a été déchirée et dont les étoiles ont été étirées en longues traînées qui continueront d'orbiter pendant des milliards d'années avant de se disperser complètement. La galaxie naine du Sagittaire est en train d'être dévorée en ce moment même. Un processus actif et observable. Elle contient environ 400 millions d'étoiles qui, au cours des prochains milliards d'années, finiront par se mélanger à celles de la Voie lactée. Dans 2 milliards d'années, il ne restera plus aucune trace visible du Sagittaire, seulement des signatures fantômes dans les données. Mais le Sagittaire n'est que la victime la plus récente. Notre galaxie a célébré de nombreux banquets tout au long de son histoire. Gaïa Encelade fut l'un des plus importants. Il y a environ 10 milliards d'années, une galaxie possédant près d'un quart de la masse de la Voie lactée est entrée en collision avec la nôtre. Ce n'était pas une petite naine, mais un système considérable. La collision fut violente, les deux galaxies en furent profondément affectées, mais la Voie lactée finit par l'absorber entièrement. Ces milliards d'étoiles peuplent aujourd'hui notre halo, anciennes habitantes d'une civilisation galactique disparue. La mission Gaïa a identifié cette ancienne fusion en étudiant les mouvements stellaires. Les étoiles de Gaïa Encelade orbitent différemment de celles nées ici. Beaucoup se déplacent en sens rétrograde, avec des orbites inclinées et des trajectoires excentriques révélant leur origine étrangère. Leur composition chimique le confirme également. Elles présentent moins d'éléments lourds et des abondances propres à une histoire évolutive distincte. Elles orbitent désormais au sein de la Voie lactée, capturées et assimilées. La fusion avec Kraken fut encore plus ancienne, il y a environ 11 milliards d'années, et probablement encore plus imposante. Kraken aurait pu posséder la moitié de la masse de la Voie lactée de l'époque, et son impact remodéla profondément notre galaxie, déclenchant une intense formation d'étoiles et contribuant à construire une grande partie du disque actuel. Ces restes sont difficiles à distinguer car ils sont complètement mélangés, mais ils survivent dans des milliards d'étoiles.
la galaxie naine de Sequoia, les courants de Helmi et Omega Centauri, un énorme amas globulaire qui pourrait être le noyau dépouillé d'une galaxie détruite, représente d'autres épisodes de consommation. La Voie lactée a probablement cannibalisé des dizaines, peut être des centaines de petites galaxies au cours de ces 13 milliards d'années d'histoire, atteignant ainsi ses dimensions actuelles. Dans le passé, elle était bien plus petite. Il y a 10 milliards d'années, elle contenait peu, être seulement 50 milliards d'étoiles. Une spirale respectable, mais loin d'être un géant. Puis elle a dévoré Kraken, doublé sa masse, absorbé Gaïa Encelade et continué à incorporer des dizaines de galaxies naines. Chaque fusion ajoutait des étoiles. Chaque collision augmentait la masse. Le processus continue aujourd'hui. Les nuages de Magellan seront absorbés. Le Sagittaire est en cours de digestion. Et les petites galaxies naines qui orbitent trop près sont condamnées. À l'avenir, Andromède entrera en collision avec la Voie lactée, la fusion définitive qui transformera complètement notre galaxie. Le cannibalisme galactique explique pourquoi les grandes galaxies continuent de croître sans cesse. Les systèmes les plus massifs deviennent encore plus massifs. Une fois qu'ils atteignent une masse suffisante, leur champ gravitationnel s'étend plus loin, leur permettant de capturer davantage de victimes, de les consommer et de grandir encore. Cette augmentation de masse crée une boucle de rétroaction positive qui favorise une croissance presque illimitée. Les galaxies naines connaissent le destin inverse. Une existence fragile, constamment menacée par des voisins plus grands. Beaucoup finissent dévorés, peu survivent isolés. La Voie lactée a dominé le groupe local, en consommant tout ce qui se trouvait à sa portée, construisant un empire par absorption. Pourtant, le plus étonnant est que les galaxies ingérées n'ont pas réellement disparu. Leurs étoiles continuent de briller, continuent d'orbiter, mais font désormais partie de nous. Notre galaxie n'est pas une entité unique et pure, mais un collectif, un cimetière impérial construit à partir des restes de dizaines de galaxies plus petites. Les éléments qui composent la vie sur Terre ont être été forgés dans une étoile appartenant à Gaïa Encelade. Des éléments lourds comme le fer ou le carbone circulent à travers la galaxie comme des résidus d'anciennes explosions stellaires qui ont fini par se rassembler dans notre système solaire, sur la Terre et dans notre propre existence. En ce sens, l'humanité est en partie extraterrestre, formée à partir de matériaux provenant de galaxies conquises. Nous sommes, d'une certaine manière, des immigrés cosmiques, citoyens d'un empire qui a effacé ses frontières en dévorant ses voisins. Les scientifiques, au-delà de l'orgueil personnel, détestent les erreurs, parce qu'elles obligent à reconstruire des théories, recalculer des données, réécrire des articles et accepter l'incertitude. Mais le télescope spatial James Webb les a contraints à le faire. Lancé en décembre 2021, cet observatoire infrarouge de 6 milliards de dollars, 100 fois plus puissant que Hubble, a été conçu pour observer les premières galaxies et l'origine des structures cosmiques. Personne ne s'attendait à ce qu'il révolutionne notre compréhension de la Voie lactée elle-même. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est produit. L'avancée est venue d'observations inattendues. Webb possède une capacité sans précédent à traverser la poussière interstellaire. Car la lumière infrarouge pénètre le gaz et les débris qui bloquent la lumière visible. Cela lui a permis de cartographier des régions de la Voie lactée jamais vues, avec une telle clarté, du centre galactique aux nuages denses et à la face lointaine du disque. Ce qu'il a révélé a surpris toute la communauté scientifique. Plus de structures, plus d'étoiles, et une complexité bien plus grande que celle prévue par les modèles antérieurs. Les régions externes n'étaient pas vides comme on le pensait. Des milliards d'étoiles faibles peuplaient des zones considérées comme désertes. Webb a également observé des galaxies satellites avec un niveau de détail inédit, résolvant des étoiles individuelles dans des systèmes nains éloignés et mesurant leur âge, leur composition et leur distance. Chaque mesure a affiné le modèle du champ gravitationnel de la Voie lactée, et chaque amélioration a repoussé la frontière galactique plus loin. Les données les plus marquantes provenaient des courants stellaires, tracés à des distances de 200 000 ou 250 000 années-lumière du centre.
Leur existence aurait été impossible si la galaxie était aussi petite que le suggéraient les anciennes estimations. Cela démontrait que les mesures traditionnelles étaient erronées. L'impact majeur est venu des calculs de masse. Webb a observé comment la lumière de galaxies lointaines se courbait autour de la Voie lactée, un phénomène de lentille gravitationnelle, confirmant la relativité générale d'Einstein. En mesurant cette courbure, il a été possible de calculer la masse avec une précision sans précédent, et les résultats pointaient vers 4000 milliards de masses solaires, peut être davantage, soit le triple des estimations anciennes. Les données étaient difficiles à contester. Des méthodes indépendantes ont abouti à des conclusions similaires. Les scientifiques pouvaient discuter des interprétations, mais pas ignorer une mesure directe du champ gravitationnel. Peu à peu, le consensus a changé. La Voie lactée est bien plus grande qu'on ne le croyait. Webb continue d'affiner les mesures, et chaque nouvelle observation ajoute des détails. Certaines suggèrent que les dimensions pourraient être encore plus vastes. D'autres indiquent que nous continuons à sous-estimer l'étendue du halo de matière noire. Le nombre final continue de croître. Webb a également posé de nouvelles questions. Si la Voie lactée est aussi grande, alors les autres galaxies doivent l'être aussi. Le télescope a observé Andromède, le triangle et des spirales situées à des milliards d'années-lumière. Et dans tous les cas, elles semblaient plus étendues que ce qu'indiquaient les anciennes mesures. Le problème était systémique, non exclusif à notre galaxie, mais commun à toutes les spirales de l'univers. Les modèles cosmologiques doivent désormais être révisés, les théories sur l'évolution galactique mises à jour et les mesures de distance recalibrées. Un seul télescope a déclenché des changements en cascade dans presque tous les domaines de l'astronomie. Ainsi fonctionne la science. De nouveaux instruments produisent de nouvelles données. Ces données contredisent les anciens modèles, et ceux-ci doivent être modifiés ou abandonnés. Webb a apporté les preuves et obligé à repenser l'ensemble. La Voie lactée n'est pas la galaxie que nous pensions connaître. Elle est plus grande, plus massive et plus complexe, et sa véritable nature est encore en train d'être découverte. L'énergie sombre reste le plus grand mystère de la cosmologie, une force invisible qui accélère l'expansion de l'univers en étirant l'espace lui-même. Nous savons qu'elle existe, et nous avons mesuré ses effets, mais sa nature profonde demeure inconnue. La découverte de galaxies plus grandes a encore approfondi cette énigme. Les calculs sur l'énergie sombre dépendent de la connaissance précise de la masse totale de l'univers. Combien de matière existe, comment elle est distribuée et quelle est la force de sa gravité. Si les galaxies sont 2 fois plus grandes, elles contiennent davantage de matière, ce qui impliquerait une gravité plus forte et une expansion plus lente. Pourtant, la vitesse d'expansion n'a pas changé. Les supernovas lointaines montrent une accélération constante. Si la matière a augmenté mais que l'expansion reste identique, alors l'énergie sombre doit être différente de ce que nous pensions. Peut-être est-elle plus intense, peut être distribuée autrement, ou peut être pas uniforme dans l'espace. Le modèle cosmologique standard suppose que l'énergie sombre est constante, une propriété fondamentale de l'espace lui-même. Mais des galaxies plus grandes mettent cette hypothèse sous tension. S'il y a davantage de matière tirant vers l'intérieur, il faut davantage d'énergie sombre poussant vers l'extérieur pour expliquer l'accélération observée. L'équilibre change. Le modèle pourrait nécessiter une révision profonde. Des théories alternatives existent, comme la gravité modifiée ou une densité d'énergie sombre variable à grande échelle. Les galaxies plus grandes offrent un nouveau terrain pour explorer ces idées. Elles ravivent également le problème de la coïncidence cosmique. Environ 70% d'énergie sombre, 25% de matière sombre et seulement 5% de matière ordinaire. Pourquoi ces proportions? Si la matière sombre augmente avec des galaxies plus grandes, la coïncidence devient encore plus déconcertante. Faut-il davantage d'énergie sombre pour maintenir la proportion observée, ou devons-nous accepter que cette proportion ait changé? Quoi qu'il en soit, la coïncidence exige une explication. Certains cosmologistes suggèrent que l'énergie sombre et la matière sombre
pourraient être différentes manifestations d'un même phénomène profond. Vérifier cette hypothèse est extrêmement difficile. L'énergie sombre est invisible, apparemment uniforme et immuable selon nos mesures actuelles. On ne peut pas pointer un télescope vers elle ni la capturer directement. Seuls ses effets sur l'expansion cosmique peuvent être mesurés. Les galaxies plus grandes influencent également les oscillations acoustiques baryoniques. Des ondulations dans la distribution des galaxies à travers le cosmos, vestiges fossilisés de l'univers jeune. Les cosmologistes les utilisent comme règles standards pour mesurer les distances. Si les galaxies sont plus grandes et plus massives, le motif de regroupement change, les ondulations se déplacent et la règle standard doit être mise à jour. Cela oblige à recalculer les distances et à réviser les estimations de l'énergie sombre. La tension de Hubble, la différence entre différentes mesures de la vitesse d'expansion de l'univers, devient encore plus intense. Peu être que des galaxies plus grandes aideront à résoudre cette tension. Peu être pas. Le verdict n'est pas encore tranché, la réalité inconfortable est que le modèle cosmologique actuel fonctionne étonnamment bien, reproduisant des observations sur plus de 13 milliards d'années d'histoire cosmique. Pourtant, il contient des paramètres libres matière sombre et énergie sombre que nous mesurons mais ne comprenons pas entièrement. Si ces mesures étaient imprécises, tout le modèle pourrait vaciller. Les galaxies plus grandes ne le renversent pas, mais elles poussent de nombreux cosmologistes à se demander si notre compréhension de l'énergie sombre est réellement aussi solide que nous le pensions. Nous savons que l'univers accélère, c'est un fait, mais pourquoi il accélère ? Et quelle quantité d'énergie sombre alimente cette expansion sont des questions aujourd'hui plus ouvertes que jamais. La Voie lactée, selon les estimations actuelles, possède un diamètre d'environ 200 000 années-lumière, bien que cette valeur puisse atteindre 250 000 selon la définition adoptée. Cependant, ce n'est pas une réponse définitive. Seulement, la meilleure approximation dont nous disposons aujourd'hui. Dans une décennie, cette estimation pourrait changer grâce à des télescopes plus avancés, à de nouvelles données et à des progrès dans la compréhension scientifique. Les mesures sont toujours sujettes à révision. Ce que nous savons avec certitude, en revanche, c'est que la galaxie est bien plus vaste que les 100 000 années-lumière enseignées autrefois. Ce chiffre est désormais dépassé. Il existe une immense quantité de preuves issues de méthodes indépendantes, courants stellaires, galaxies satellites, cartographie de matière noire et lentilles gravitationnelles qui pointent vers une valeur supérieure. Les 200 000 années-lumière actuelles correspondent aux données observationnelles, aux orbites des satellites, aux trajectoires des courants stellaires et aux modèles de matière noire. C'est une estimation raisonnable, défendable et probablement proche de la réalité. Mais elle n'est pas définitive. Quelles mesures restent encore nécessaires? Beaucoup. Il faut des cartes plus précises du halo de matière noire. Les modèles actuels extrapolent depuis les régions internes et supposent des profils de densité, mais nous manquons de mesures directes du halo externe. Des études plus complètes de lentilles gravitationnelles sont nécessaires, ainsi que la découverte de nouvelles galaxies satellites permettant d'affiner leurs orbites. Des simulations informatiques plus avancées pourront tester les prédictions théoriques. Des études plus profondes des étoiles faibles sont également indispensables. Le halo externe contient d'innombrables naines rouges dispersées dans des volumes immenses et les télescopes actuels ne détectent que les plus proches. Combien d'autres se cachent au-delà de la limite de sensibilité? De nombreuses populations stellaires sont encore complètement ignorées. Les télescopes du futur amélioreront la sensibilité et chaque progrès révélera de nouvelles étoiles, repoussant encore plus loin la frontière galactique. Des mesures de distance plus précises sont aussi nécessaires. De nombreux courants stellaires ont encore des distances incertaines. Se trouve-t-il à 150 000 années-lumière ou à 200 000? La réponse est cruciale pour déterminer le véritable bord galactique. Cette incertitude rend difficile la définition d'une limite claire. Les améliorations du parallaxe grâce à Gaïa aideront,
Mais certains courants orbitent si loin que la méthode fonctionne à peine, ce qui exigera de nouvelles techniques. Comprendre les vents galactiques est également essentiel. Le gaz chaud s'étend depuis le disque vers l'extérieur, mais jusqu'où s'étend-il et où retombe-t-il? Ce gaz peut encore faire partie de la galaxie, et sa dynamique influence directement les estimations de masse. Où tracer la frontière entre galaxie et espace intergalactique? Il faut aussi découvrir davantage de galaxies satellites. Aujourd'hui, nous en connaissons environ 60 autour de la Voie lactée, mais les simulations en prédisent des centaines. Où se trouvent celles qui manquent? Sont-elles trop faibles pour être détectées ou situées dans des régions encore inexplorées? Chaque nouveau satellite découvert apporte des informations clés sur l'étendue du champ gravitationnel galactique. Il est également nécessaire de mesurer plus précisément les nuages de Magellan. Sont-ils liés gravitationnellement pour toujours ou ne font-ils que passer? Leurs orbites dépendent de la masse totale de la Voie lactée, et une mesure plus précise modifiera les estimations de masse et donc du rayon réel de la galaxie. Il est aussi fondamental de déterminer où se termine notre galaxie et où commence Andromède. Leurs halos de matière noire pourraient déjà être en contact, mais où se situe exactement la frontière? Comment séparer deux halos qui s'interpénètrent? Ce n'est pas seulement une question théorique. Savoir cela permettra de comprendre quand commence réellement la future collision entre les deux galaxies. Le télescope spatial Nancy Grace Roman, dont le lancement est prévu prochainement, aidera énormément dans cette tâche. Conçu pour cartographier de vastes portions du ciel avec une profondeur exceptionnelle, il détectera des satellites faibles, tracera des courants stellaires lointains et mesurera des lentilles gravitationnelles sur de larges champs. Chaque nouvel ensemble de données affinera le modèle de la Voie lactée. L'Extremely Large Telescope sera également crucial. Cet immense observatoire terrestre, doté d'un miroir de plus de 30 mètres de diamètre, offrira une résolution sans précédent, observera des étoiles individuelles dans des galaxies satellites et mesurera leur vitesse avec une précision extrême, permettant d'affiner encore davantage les estimations de masse et de taille galactique. Les études futures continueront d'améliorer la valeur actuelle. Les 200 000 années-lumière pourraient devenir 220 000, 180 000 ou 250 000. L'incertitude diminuera, la confiance augmentera. Mais le nombre ne sera jamais parfait ni définitif, seulement progressivement meilleur. Cela signifie que nous vivons à l'intérieur d'une galaxie qui est encore en train d'être mesurée. Une structure si vaste qu'elle défie toute tentative d'observation complète. Nous la cartographions depuis l'intérieur. Conscient que notre perspective est limitée, incomplète et nécessairement déformée par notre position. Les 200 000 années-lumière représentent aujourd'hui la meilleure réponse possible. L'avenir apportera des instruments plus puissants, des données plus précises et des estimations toujours plus fiables. La mesure continue, la galaxie continue de se révéler, et nous continuons de découvrir à quel point l'endroit que nous appelons notre maison est immense. La Voie lactée est plus grande que nous ne le pensions, 2 fois plus large, 3 fois plus massive, avec environ 400 milliards d'étoiles, d'innombrables planètes et des milliards de mondes potentiellement habitables. Et pourtant, nous ne faisons que commencer à comprendre sa véritable échelle. Voici la galaxie dans laquelle nous vivons, immense, complexe, encore mystérieuse, et toujours en croissance, capable de nous rappeler sans cesse que nous savons moins que nous ne le croyons. Le chiffre final peut être, nous ne le connaîtrons jamais, mais la science continue de s'en approcher. Une mesure à la fois, une découverte après l'autre, une révélation après l'autre.